et techniques pour bien monter son projet. Donc, avec cette présentation, nous serons en mesure à la fin, nous serons bien outillés pour savoir comment bien concevoir un projet. Et pour les Toastmasters d'âge d'environ de 20 ans, comme la Toastmaster distinguée Sephora Pierre-Louis à Toastmaster International, vous pouvez le constater qu'avec le nouveau programme éducatif de Toastmasters, le programme Pathways, quel que soit le path, quel que soit le cheminement, arriver à un certain niveau, en tant que Toastmaster, nous avons à réaliser des projets, à initier des projets pour compléter nos paths. Et c'est de cette ordre d'idée que le comité organisateur des ateliers essentiels a pensé à ce sujet sur la gestion de projet, outils et techniques pour bien monter son projet. Alors, pour mener cet atelier, ce webinaire, pendant environ 90 minutes, nous aurons une experte en la matière, en la personne de la Toastmaster distinguée, Marie-Evadie Daniel. Toastmaster Evadie Daniel est membre du Club Fort. Elle est membre de Toastmaster International depuis environ 2008. Elle a été championne nationale de discours en 2010. Elle a aussi été coach du club PH. Et pour cette année, elle est responsable, elle est finance manager au niveau du bureau du district. Toastmaster Evadie Daniel est économiste, statisticienne, certifiée Project Management Professionnel, PMP, avec un double master en économie du développement et management des projets internationaux et un chef de projet numérique. Elle a géré principalement des projets liés à la transparence fiscale et à la gouvernance. Elle est aussi cofondatrice de Crescat et depuis 2017, elle anime des sessions de formation en finances personnelles. Et son récent projet, c'est l'émission Projet Pro, où elle nous apprend comment à bien mener, gérer, conduire, élaborer un projet. Donc, c'est un plaisir pour moi, Toastmaster Evadie Daniel, de te passer le lutrin virtuel pour que tu puisses vraiment nous donner les bonnes pratiques, nous apprendre à mieux nous outiller afin de bien élaborer un projet. Chers auditoires, je vous demande de vous rejoindre à moi pour accueillir chaleureusement notre facilitatrice du jour, la Toastmaster distinguée Marie-Evadie Daniel. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour entamer cette semaine. Donc, comme vous l'avez dit, je vais faire une présentation pour vous sur les outils et techniques pour bien mener, pour bien monter son projet. Il s'agit en fait d'une session d'échange. Un moment, je vois. Donc, ce qui voulait dire que j'aurais aimé que ça soit assez interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou encore vous pouvez lever votre main comme Zoom le permet pour que vous puissiez poser votre question ou si vous avez un commentaire quelconque. Donc, voilà.
J'ai une idée en tête. Je vais vous poser une question. Que celui qui n'a jamais répété cette phrase me jette la première pierre. Personne. Personne ne veut s'aventurer. Car nous tous, nous avons des idées. Notre cerveau, si vous ne le saviez pas, est un puissant ordinateur. Il a une capacité de près de 6200 pensées par jour, selon des chercheurs de l'université Queen's. Ainsi, nous avons des idées qui cogitent dans notre tête et nous ne savons quoi faire d'elles. Des fois, nous continuons à y penser. Des fois, nous oublions même certaines de ces idées. D'autres fois, nous essayons d'implémenter certaines d'entre elles et nous échouons. Et il faut dire aussi que dans d'autres circonstances, nous arrivons à les réussir. Donc, vous l'aurez deviné, il y a un monde de différence entre une idée et un projet. Et comme les projets sont au centre même du développement de toute société et du fonctionnement du monde, il se révèle être important de savoir quels sont les outils et quelles sont les techniques qui sont les mieux adaptées pour pouvoir monter son projet. C'est en ce sens que nous allons avoir ce moment d'échange cet après-midi. La gestion de projet étant très vaste, nous allons nous attarder sur un aspect assez particulier. Est-ce pourquoi, à travers cette session, nous souhaitons que les participants soient en mesure d'avoir une meilleure compréhension des fondamentaux de la conception de projet. Donc, que les contours alors du projet soient bien appréhendés par les différents parties prenantes, que vous ayez acquis des notions de bonnes pratiques pour pouvoir planifier efficacement un projet et que vous ayez une connaissance plus ou moins précise des outils de gestion qui sont disponibles et à votre utilisation, et comme ça que vous sachiez lequel choisir lorsque vous avez des projets à implémenter. Et pour y arriver, voici le plan qui a été retenu. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder ensemble quels sont les contours d'un projet. Donc, c'est quoi un projet, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui en fait partie et quelles sont ses limites. Ensuite, comment passer de l'idée au projet. Au troisième lieu, comment planifier son projet. En dernier lieu, quels sont les outils qui existent pour mieux faire. Les contours de projet. Qu'est-ce qu'un projet selon vous? J'espère que vous êtes en mesure d'ouvrir vos micros, de répondre, que ça soit un petit peu plus animé. Un projet est une idée qu'on peut utiliser, ou bien un cours de concrétisation. J'ai l'impression que c'est Claudie qui parle, mais ça passe pas trop bien. Oui. Vraiment. J'ai dit qu'un projet est une idée concrétisée ou bien une idée en cours de concrétisation. C'est une idée qu'on est en train de concrétiser. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait essayer? Nous avons 53 participants. 52, oui. Laissez-moi voir. Un projet... Tatiana, Philippe. Candy, tu allais dire quelque chose? Vas-y. Oui. Alors, un projet, c'est une idée qu'on a en tête, mais cette idée est réalisable. Donc, on voit la faisabilité de cette idée dans une réalité quelconque. OK, très bien. Une autre personne voudrait se lancer? Merci, Candy. Personne n'a implémenté de projet dans sa vie? Attendez, laisse-moi voir. C'est avoir un objectif que l'on veut atteindre. OK, merci. Un objectif que l'on veut atteindre, une idée qui est concrétisable, qui est réaliste. Donc, c'est plus ou moins ce que j'ai retenu. Donc, nous allons voir comment se définir un projet dans le prochain slide. En fait, la définition que j'ai retenue pour vous est assez longue, mais c'est
Bon, assez l'autre façon de parler, mais c'est assez simple aussi. Et c'est une définition de AFNOI, donc c'est une standardisation de la définition de gestion d'un projet. Alors, on définit un projet comme étant un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. Donc, ce qui voudrait dire que, oui, on peut avoir une idée. Il faut que cette idée soit concrétisée. Il faut qu'on soit en mesure de concrétiser cette idée, mais pour le faire, il faut que le processus soit fait de façon coordonnée. Et ça doit être limité dans le temps, parce qu'on ne peut pas dire que, je vois certaines personnes qui disent qu'ils ont un projet et que ce projet n'a pas une durée. C'est comme si que la personne a commencé le projet, il n'y a pas de date de fin, donc la personne est peut-être en train de travailler sur ce projet à continuité. Donc, ce n'est pas cela un projet. Donc, il faut vraiment que ça soit bien cadré dans le temps. Donc, on ne va pas passer toute sa vie à travailler dessus. Il y a une date de début et une date de fin. Et comme tu avais dit, Krishna, il y a un objectif spécifique qu'il faut atteindre au bout de la durée du projet. Donc, ce qui fait qu'à travers cette définition, on peut retenir quelques caractéristiques clés d'un projet. Donc, un projet est caractérisé par son unicité, parce que vous avez pu le remarquer, c'est écrit processus unique. Pourquoi on dit unicité? C'est parce que un projet doit pouvoir se distinguer l'un des autres, chacun des autres. Donc, ce qui voudrait dire que ce n'est pas parce que j'ai fait une formation, par exemple, OK, cette formation-là que je suis en train de dispenser et que je la fais et que je vais la reproduire pour un autre groupe et que je vais dire que c'est un projet. Ce n'est pas un projet, c'est une activité quelconque que je réalise parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'unique, c'est une formation qui a déjà été conçue, donc je ne vais faire que prendre le contenu et le transposer par rapport à un autre public. Donc maintenant, si le public change, c'est-à-dire que si je le fais pour un groupe de jeunes, donc ce qui veut dire que je vais orienter ma présentation vers un point beaucoup plus spécifique que je n'avais pas abordé dans cette présentation que je suis en train de dispenser, ou du moins est-ce que je vais utiliser une approche totalement différente et que je vais devoir pratiquement partir de zéro ou bien faire beaucoup de changements. Donc à ce moment-là, je pourrais dire que c'est un projet que je monte sur pied. Mais du moment que c'est un ensemble d'éléments qu'on répète, donc il ne s'agit pas d'un projet. Donc, un projet caractérisé par la temporalité, donc ça veut dire que c'est défini dans le temps. Il y a une date de début, il y a une date de fin, donc il y a une durée à respecter. Il y a un objectif clair qu'il faut atteindre au bout du projet. Il y a également le facteur de l'incertitude. Pourquoi on dit qu'il y a un facteur d'incertitude dans un projet? C'est parce qu'on a une idée en tête, comme on dit, qu'on essaie de concrétiser. On peut avoir un plan qui est bien défini pour pouvoir implémenter ce projet, mais il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et donc, ce qui fait que le plus souvent, on a tendance à dire qu'il y a des projets qui, au début, lorsqu'on commence un projet et qu'on n'appréhende pas vraiment toute la portée du projet, donc on est à un stade beaucoup plus élevé en termes de certitude. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'exécution du projet, on commence à mieux comprendre les différentes parties qui sont impliquées, on commence à mieux comprendre leurs intérêts et leurs caractéristiques, cela nous permet de pouvoir prendre de meilleures décisions et de s'adapter beaucoup plus rapidement au changement. Donc, ça devient beaucoup plus facile. Donc, on a une meilleure compréhension du projet. Donc, au fur et à mesure que le projet est implémenté, l'incertitude diminue. Et un projet est un conducteur de changement, ce qui veut dire qu'on veut se lancer dans un projet parce qu'on aurait aimé que la situation change. On a remarqué qu'il y a un problème ou bien on a remarqué qu'il y a nécessité que la situation s'améliore. Donc, on veut sortir de la situation A pour se rendre à la situation B. Et en dernier lieu, on peut dire qu'il y a création de valeur. Donc, bon, création de valeur que j'assimilerais plus ou moins en conducteur de changement.
Et en dernier lieu, il y a transversalité. Transversalité dans le sens où dans un projet, il y a des personnes qui ont des profils différents qui sont impliqués pour que le projet soit une réussite. Donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une branche technique en particulier. Donc, on a besoin par exemple, on a besoin de quelqu'un au niveau de l'administration ou quelqu'un au niveau de la comptabilité ou bien dépendamment du projet. Donc, on aura besoin de personnes avec des spécificités bien précises dans des domaines précis. Donc, en gros, c'est ça, un projet. Pour savoir si vous avez bien compris, je vais vous demander de partager avec nous quelques exemples de projets que vous avez en tête. Peut-être un projet sur lequel vous avez déjà travaillé ou bien un projet que vous auriez aimé implémenter dans un avenir proche. Je vais regarder le chat pour voir si quelqu'un a décidé de se lancer. Personne n'a d'idée de projet en tête? Pas vraiment. Pas vraiment, Fabienne? Tu n'as jamais eu à travailler sur un projet? Si mon micro était ouvert, désolé. Alors, je voulais dire que j'ai une idée de projet en tête. Vas-y, Mais partage. je voulais surtout réagir. Bon, je vais encore regarder, mais je voulais surtout réagir sur un projet que j'avais dans le cadre de PAF3. C'était les PAF et vous. C'était conçu pour aider la communauté Toastmasters dans les membres pour lesquels le projet PAF3 est nouveau. Donc, on a vraiment très peu de temps avec PAF3. Donc, je voulais surtout faire ce projet pour les aider, premièrement, à reconnaître dans les PAF, à mieux s'orienter, à connaître aussi les contenus pour faire le meilleur choix de leur module. Je pense que, vu à la définition que tu viens de donner, je me suis retrouvée. C'était un petit peu nouveau, je peux dire, en quelque sorte. Ça a répondu à, je ne veux pas dire un problème en tant que tel, mais un besoin. Et aussi, c'était unique en quelque sorte, parce que il n'y avait pas avant. C'est vrai qu'on a dispensé beaucoup d'ateliers sur connaître PAF3, comment s'améliorer, etc. avec PAF3, mais les membres avaient trouvé nécessaire encore d'approfondir pour dire que ça avait sa place. OK. Merci, Fabienne, pour ce partage. Effectivement, comme le programme était nouveau en soi, donc le fait de vouloir le présenter aux différents membres du club, c'est un projet. Ça constitue un projet. Maintenant, c'est quelle approche que tu vas utiliser pour le faire parce que cela peut varier d'une personne à une autre. Donc, oui, il y a le caractère unique qui peut se présenter. J'avais noté pour vous quelques exemples au cas où vous n'aviez pas trop d'idées en tête ou que vous êtes trop timide pour parler. Est-ce que vous reconnaissez cette image? C'est un concert? C'est Satama au Cap-Haïtien. Satama, OK, très bien, oui, effectivement. Donc, la construction de cet hôtel, c'est un projet parce que, bon, il est vrai que peut-être que la compagnie peut avoir des expériences dans la construction d'hôtels déjà, mais le milieu dans lequel l'hôtel allait être construit est différent, de ce qui veut dire que ça allait tout changer. Surtout que Saint-Amand est situé à un niveau qui est assez très élevé, donc le sol est abrupt, il y a beaucoup de calculs à faire. Donc ça, c'était un projet. Un autre exemple que j'ai retenu pour vous, c'est l'acquisition de Voilà par Digicel. C'était un projet parce qu'il fallait que Digicel, après avoir acheté Voilà, fasse le transfert des données, de tout ce qu'il y avait avant vers le nouveau système. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait toute une série de planifications à faire, que ce soit avec le personnel ou du moins avec la population, pour que la population puisse se sentir confortable, savoir comment utiliser cette nouvelle technologie. Et bien entendu, l'essentiel, n'est-ce pas, Clonie?
parce que c'est une approche qui est assez nouvelle. Donc, la division cette année a décidé de mettre sur pied une série de formations qui se fait à une fréquence bien spécifique, qui a une durée bien spécifique avec des objectifs intéressants qui se distinguent des autres à travers une plateforme qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Donc, c'est là pour vous des exemples de projets juste pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Normalement, un projet, comme j'aime à le dire, c'est comme ça a un cycle de vie. Bon, en fait, ça a un cycle de vie, mais j'aime à dire que c'est comme un bébé qui grandit et c'est comme une plante également. Donc, il y a la graine, c'est l'idée, qui va être germée, qu'on va mettre en terre, qui va grandir, donner des fruits, si c'est dépendamment de la plante en question, et ça va arriver au moment où la plante va mourir. Donc, ce qui veut dire que sa trajectoire va prendre fin. C'est la même chose pour un projet. Dans un projet, il faut qu'il y ait, voilà, on commence avec la phase initiation. Donc, cette phase consiste en fait à examiner l'idée qu'on a en tête. Donc, on va essayer de voir, est-ce que, comme on l'avait dit, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible de l'implémenter? Est-ce que cela fait du sens? Parce que je peux avoir une idée en tête et pourtant, cela, compte tenu de la situation actuelle dans laquelle on évolue, donc ça n'a pas lieu que j'implémente ce projet là maintenant et qu'il faut attendre par la suite. Donc, c'est à ce moment-là qu'on étudie vraiment la portée du projet et voir est-ce que oui ou non nous avons décidé d'avancer avec ce projet-là. Maintenant, une fois que cette décision a été prise, nous allons passer au stade de planification. Donc, planification, c'est à ce niveau que nous allons entrer dans les détails du projet pour voir ce dont je vais avoir besoin pour pouvoir implémenter le projet en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, et qui est-ce que je vais contacter, comment faire, quelle approche utiliser, quelle méthode utiliser. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que tout le remue-ménage sera fait pour pouvoir construire un plan qui sera utilisé tout au long du projet. Donc, évidemment, une fois qu'on a fini de planifier le projet, on va passer à la phase d'exécution. Donc, c'est là qu'on va mettre, comme on aime à le dire à Toastmasters, lorsqu'on prépare un discours, on dit ce qu'on va faire, on dit... Désolée. Oui, on annonce ce dont on va parler. Maintenant, on dit ce qu'on a à dire. Donc, à ce niveau-là, on est au niveau de l'exécution. Donc, ce qui veut dire que nous avions planifié, nous avons dit ce que nous voulons faire. Maintenant, au niveau de l'exécution, nous allons effectivement passer à la tâche et continuer par la suite avec le contrôle et le suivi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Le contrôle et le suivi, c'est une phase qui se fait en parallèle avec l'exécution. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va... Alors, c'est à ce moment-là, pendant qu'on exécute ce qu'on avait planifié, il faut en même temps vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire. Ce qui voudrait dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour constamment faire le lien entre ce qui avait été prévu et ce qui est en train d'être fait pour voir s'il n'y a pas d'écart. Parce que ce n'est pas à la fin du projet qu'il faudra se rendre compte qu'on est passé à côté, que si c'est un projet qu'on était d'implémenter, que pour un client, que le client n'est pas satisfait parce que ce n'est pas ce qu'il avait demandé, ou encore qu'on pense vouloir aider une population qui a un problème, par exemple, qui a un problème quelconque, on vient avec un projet, on met l'activité en place et puis on se rend compte qu'une fois que le projet a pris fait, que la population n'utilise pas le bien ou bien le produit qu'on a créé. Par exemple, une idée qui me vient en tête à chaque fois, c'est que dans un de ces pays d'Afrique, il y a une organisation
qui avait décidé de venir en aide à la population pour construire des écoles. Et non seulement qu'ils avaient construit des écoles, mais ils avaient construit aussi, bien entendu, des toilettes pour que les enfants puissent utiliser ces toilettes-là proprement et qu'ils n'aient pas à faire leurs besoins en plein air. Donc, ce qu'ils ont fait, malheureusement, c'est qu'ils ont mis le logo de l'organisation qui a financé le projet sur la toiture des toilettes. Donc, à ce moment-là, mais ils ont construit, ils ont tout fini, ils ont remis aux concernés. Et après quelques mois, ils se rendent compte que les élèves n'utilisent pas les toilettes. Maintenant, ils étaient abasourdis parce qu'ils voulaient savoir comment se fait-il que les élèves n'utilisent pas les toilettes. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire? Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été les interroger. Et les enfants leur ont dit qu'ils ont peur d'utiliser les toilettes. Pourquoi? Parce que la zone est en conflit. Donc, ce qui voudrait dire que le fait que le logo de l'organisation soit affiché et qu'il y a un gang dans la zone qui est contre cette organisation-là. Donc, ils n'auraient pas aimé que c'est au moment qu'ils sont dans la toilette en train de faire leurs besoins que ce gang décide de passer à l'action de les attaquer et qu'ils soient bombardés, par exemple. Donc, c'est un élément qui est assez comique, mais qui a toute son importance parce que voilà que la toilette existe, on pensait aider la population et ce n'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont dû faire des ajustements pour que les toilettes soient utilisables. Et en dernier lieu, c'est la clôture. La clôture, c'est à ce moment-là qu'on termine tout ce qu'on avait à faire. On s'assure que tout est en règle avec ce qu'on avait décidé de faire ou encore avec les exigences qui nous ont été données, si c'est dans le cas on est en train de faire un projet pour un bailleur ou bien les exigences qu'on s'était fixées pour le projet. Et on s'assure que tout est correct, que tous les matériels, alors que tous les biens ont été produits, remis aux concernés ou encore tous les rapports ont été produits et on s'assure que tout le monde a reçu ce qui était prévu dans le cadre de l'organisation du projet. J'ai vu qu'il y a quelques éléments sur le chat, je vais juste vérifier pour voir. OK, donc rien à voir. Donc voilà, en fait, c'est ça le parcours d'un projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Très bien, donc je vais donc continuer. Maintenant, pour passer de l'idée au projet, de quoi s'agit-il? La première chose que je... Oui. Bonsoir, Toastmaster Daniel. Tu as parlé, tu as donné l'exemple très intéressant tout à l'heure du projet avec les toilettes qui n'avaient pas été utilisées. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que je pense qu'on devrait éviter que c'est après construire les toilettes qu'on se rend compte qu'elles ne vont pas être utilisées? Qu'est-ce que tu conseillerais, je ne sais pas, en termes d'approche, de méthodologie, pour nous éviter d'arriver à ce genre de situation lorsqu'on met en œuvre un projet? Merci, Cole. En fait, si tu permets, je vais répondre assez brièvement parce que ce slide-là va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte à ce que bien avant de mettre sur pied le projet, qu'on consulte les principaux concernés pour savoir qu'est-ce qu'il leur faut et pour savoir si ce qu'on a comme solution correspond à leurs besoins. OK. Mais comme je l'ai dit, l'idée même, alors ce slide même, c'est une réponse à cette question. C'est pour voir comment partir de l'idée et arriver au projet. Donc, tout d'abord, j'ai mis pour vous mettre sur papier. Mettre sur papier, pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit au départ,
il y a plusieurs idées qui vous traversent l'esprit. Donc, ce qui voudrait dire que le fait que vous mettez l'idée sur papier, c'est pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Et deux, c'est pour aussi prendre un petit peu de recul par rapport à l'idée. Parce que des fois, lorsque vous mettez ça sur papier, vous avez la possibilité de l'analyser un petit peu plus en profondeur pour voir est-ce que c'est une idée qui n'est pas trop vague? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai pour que cette idée fasse sens? Et on puisse aller un peu plus en profondeur. Donc, ce que vous devriez savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise idée. Il n'y a pas d'idée magique. Le tout, c'est de l'analyser et de se poser des questions bien spécifiques. Tout d'abord, c'est pourquoi concrétiser cette idée? Parce qu'il est important de savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui me motive? Et si vous ne savez pas ce qui vous motive, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez entreprendre cette idée ou encore ce projet, ce sera difficile de pouvoir construire une équipe et de leur transmettre cette motivation-là. Donc, qu'est-ce que nous voulons réellement concrétiser à travers cet ensemble d'activités que nous allons mettre sur pied? Est-ce que ça répond à un problème? Ou encore, comme Fabienne l'avait dit, est-ce qu'il y a un besoin? Parce qu'il ne faut pas se dire, par exemple, que je vais mettre sur pied un projet de formation juste pour mettre un projet de formation. Parce qu'il faut partir du constat. C'est quoi la situation actuelle? Est-ce que j'ai vraiment bien compris la situation actuelle? Parce qu'on peut se rendre compte après l'analyse que finalement, ce n'était pas une formation qui était beaucoup plus nécessaire. Peut-être que c'est une coopération, une collaboration alors pour offrir un accompagnement beaucoup plus serré, beaucoup plus adapté, ou encore un coaching à un club, et ce n'est pas vraiment une formation qui serait appropriée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment se poser la question. Est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi la situation? Oui, Fabienne, j'ai vu que tu as ta main levée. Oui, alors je voulais poser une question jusque-là. Est-ce que du moment où j'identifie qu'il y a un problème ou un besoin quelque part, la réponse qu'il faut apporter à ce besoin ou pour résoudre ce problème peut prendre forme d'un projet? Pas forcément. Je dirais que ça dépend de l'ampleur du projet. Parce que, par exemple, s'il y a un problème au niveau d'un comité et que, par exemple, le responsable aux relations publiques ne fait pas son travail, ou encore, et que le club n'arrive pas à recruter des membres, que le club n'a pas une présence en ligne. Donc là, on voit qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas assez de membres. Donc, on n'a pas forcément besoin de mettre un projet sur pied parce qu'il y a des outils qui existent déjà. Donc, on n'a qu'à prendre ces outils-là. Heureusement, en fait, que ces outils existent par Toastmasters International. Donc, on n'a qu'à prendre des outils et les implémenter. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va plutôt aller dans le sens d'un projet, on va vraiment venir avec une approche qui est nouvelle et qui va vraiment prendre du temps et qu'il faudra avoir une équipe pour mettre sur pied pour pouvoir exécuter ce projet-là, tu vois? Donc, mais si c'est quelque chose qui existe déjà et que tu ne fais que prendre et l'utiliser, donc non, ce n'est pas un projet pour autant. Donc, c'est juste une activité ou bien une opération quelconque que que tu es en train d'exécuter. Maintenant, une fois qu'on a fini, Fabienne, ça va avec la réponse? Ça va, je comprends maintenant. L'ampleur, quand tu l'as dit, ça m'a aidé à voir clair sur ma question. OK. Oui, maintenant, une fois qu'on a
fini d'identifier le problème, donc on est avec une solution. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il peut y avoir plusieurs approches. Donc maintenant, c'est des échanges peut-être avec les bénéficiaires. Que ce que vous avez en tête est le plus approprié. Donc, il ne faut jamais se dire que... En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, nous avons tendance à tout concevoir dans notre tête sans jamais consulter la personne qui est concernée. Carl, tu as une question. Vas-y. Oh, désolé, je voulais attendre que tu termines avec ce slide. Alors, j'ai une question par rapport à ce slide et en général. Et est-ce qu'il y a des qualités précises, spécifiques qui permettent de faire ce genre d'analyse? Parce que je suppose que c'est important de ne pas se tromper à cette phase, sinon on risque de faire quelque chose qui ne sera pas utilisé, comme tu l'as bien démontré tout à l'heure. Donc, vraiment, quelles seraient les qualités spécifiques que si dans une perspective de vouloir faire que quelqu'un a envie de se développer pour faire plusieurs projets, quelles qualités elle devrait chercher à développer pour pouvoir être efficace dans ce point en particulier? Bon, c'est une bonne question. Quelle qualité qu'une personne devrait pouvoir cultiver? Donc, je dirais tout d'abord qu'il faut que cette personne ait un bon sens critique et un bon sens d'analyse et qu'elle puisse être en mesure de faire des recherches. Parce que normalement, pour pouvoir comprendre le problème, ça prend, dépendamment du problème en question, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande, par exemple, qu'on fasse une revue de littérature. Peut-être que ça peut demander qu'on fasse une étude, qu'on fasse des enquêtes pour pouvoir consulter la population, pour pouvoir vraiment essayer d'aller au cœur de la chose et pouvoir identifier exactement quelle est la raison pour laquelle il y a ce problème-là. Parce que lorsqu'on identifie un problème, maintenant on peut essayer de voir à quel niveau qu'on aurait aimé intervenir. Donc, et là, c'est ça, et ça prend cette qualité-là d'être en mesure de pouvoir vraiment faire ces recherches. Mais je peux dire que c'est ça aussi l'avantage d'un projet, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces compétences-là toi-même, parce qu'il y a une équipe. Donc, c'est mieux de posséder cet échange de discussion, de brainstorming avec l'ensemble de l'équipe, parce que peut-être qu'il y a un élément que tu peux rater et que quelqu'un d'autre va pouvoir t'aider à mieux cerner la situation. Et aussi, il faut être en mesure de pouvoir identifier les experts dans ce domaine. Parce que lorsqu'on monte un projet, on n'a pas besoin d'avoir une expertise dans ce projet-là. Tu vois, donc l'idée, c'est de pouvoir être en mesure de savoir quelles sont les techniques utilisées pour pouvoir bien asseoir les idées, pour pouvoir bien planifier et savoir aussi quand faire appel à un expert qui va venir faire une présentation pour vous aider à poser les bonnes questions pour pouvoir arriver à bien cerner la situation. Je vois qu'il y a 2 autres mains levées. Je vois les mains levées, mais je ne vois pas qui. Donc, Clonie, est-ce que tu peux m'aider ou bien la première personne qui a levé sa main peut juste poser la question? Allez-y, chers amis. Max Saint-Fleur. Oui, s'il vous plaît, Max, rapidement. Oui, merci beaucoup. Donc, par rapport à la question de Toastmasters de la Crète, concernant quelle qualité que vous devez avoir pour qu'on soit capable de bien gérer son projet, c'est que j'aimerais bien ajouter par rapport à la réponse, c'est qu'au début du projet, vous avez beaucoup de marge de manœuvre. Mais au fil du temps, vous n'avez pas tous ces marges de manœuvre et vous avez beaucoup de connaissances. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vous saurez quel comportement que vous devez avoir, mais vous n'avez plus le temps de réagir. Donc, la proactivité, c'est être proactif, c'est l'une des qualités que vous devez avoir pour qu'on soit capable de bien gérer ce projet. Et en plus de brainstorming, il y a aussi des checklists selon le projet que vous avez
Et il y a des standards selon le type de projet qu'il faut vérifier et on conseille. Et il y a aussi aller de voir des retours d'expérience, des leçons tirées de des projets pareils qui ont été réalisés. Je pense que ça peut aider. Mais c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Max. Merci. Donc, justement, lorsqu'on fait un projet, il faut voir, alors, lorsqu'on a en tête une idée de projet, il faut commencer par voir qu'est-ce qui a déjà été fait également. Donc, c'est dans le sens que j'avais dit, revue de littérature, mais merci Max pour avoir expliqué ça beaucoup plus en profondeur, en détail. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, et à ce moment, ce sera possible pour vous de savoir sur quel point intervenir. Ou encore, qu'est-ce qui a marché et qu'on pourrait utiliser par rapport au contexte dans lequel on est en train de fonctionner. Donc, c'est la raison pour laquelle Max a parlé de désolé, il a parlé de leçons apprises. Il y avait une autre question, il y avait une autre personne qui avait levé sa main. C'est encore la main de Cole qui est levée. D'accord? OK, Cole, vas-y. Merci, Fabien. Je dirais que c'est depuis tout à l'heure qu'elle a levé sa main. Il y a deux autres mains levées, et Miranda en premier et Innocent Richard en deuxième. OK, Miranda, vas-y, rapidement. De recherche, vas-y, merci déjà. Ma question est la suivante. Tu as dit précédemment qu'un projet doit être limité dans le temps. Et si on ne peut pas forcément limiter ce projet dans le temps? OK. Allons dire que nous parlons d'un projet d'avoir, par exemple, d'ouvrir, par exemple, une page sur Facebook, par exemple, et cette page-là sera dédiée à former et informer les gens. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut limiter dans le temps parce que nous savons que il y a toujours quelque chose à dire sur un sujet donné et les informations évoluent avec le temps. Je vois ce que tu es en train de dire et je vais te dire oui que tu peux limiter le projet parce que tu as bien dit, le projet c'est venir avec une page. Donc, une fois que tu as fini de créer la page, le projet est créé. Tu as fini avec. Maintenant, l'alimentation de la page, c'est ce qui va être au niveau des opérations parce que n'oublie pas qu'un projet est unique et spécifique. Donc, lorsque tu as, par exemple, OK, si je dis que c'est un blog, OK? Bon, prenons le blog que j'ai. Sur la gestion, je parle de 3 thématiques. Gestion de projet, développement personnel, finance et finance personnelle, OK? Je voulais venir avec ce blog-là. Donc, maintenant, il fallait savoir est-ce que le public serait intéressé et il fallait également, puisque c'est quelque chose, peut-être c'est une compétence que je n'ai pas, qui est-ce qui va faire, qui est-ce qui va monter le website pour moi, qu'est-ce que ça va impliquer, quelle image que je veux projeter. Donc, il y a tout un tas de travaux à faire avant et qui va finalement aboutir à la création de la page. Maintenant, avant que cette page-là soit mise en ligne, il y a un ensemble d'articles que je dois déjà produire. OK, maintenant la page est mise en ligne, je fais la promotion, il y a un certain nombre de personnes qui s'abonnent. Maintenant, effectivement, la page existe, il faut qu'il y ait l'alimentation. Maintenant, l'alimentation, c'est des articles, donc c'est rien de particulier, ce sont des activités qui se répètent, tu vois, donc c'est pas, il n'y a rien de novateur là-dedans, c'est des articles que j'écris, c'est des informations que je prends et je continue d'écrire et je les publie, c'est simple. Donc, c'est juste pour faire que la machine puisse continuer à marcher correctement. Mais tout le processus avant pour pouvoir aboutir à la création de la page, c'est ça qui est le projet. Richard, tu avais une question? Ou un commentaire? Non? Sinon, j'avance et après, tu pourras toujours intervenir juste pour me gérer le temps. Et en dernier lieu, ai-je les moyens
pour pouvoir le faire, parce que je peux avoir la solution, mais je n'ai pas forcément les moyens. Donc, parce qu'il est important de déjà penser aux moyens bien avant, parce que ce n'est pas pendant que tu es en train d'implémenter un projet et puis tu te rends compte que ce n'est plus possible de continuer. Bon, effectivement, cela arrive des fois, mais ce n'est pas intéressant. Donc, il faut essayer de limiter ça au maximum dès le début, à travers la planification. Oui, Richard, tu allais dire quelque chose? Oui, désolé, je ne pouvais pas parler avant. OK. Tu peux revenir sur le slide? OK, ma question concerne le point 4. La solution adaptée. D'après toi, la solution doit venir de qui? De la personne ou des personnes qui font le projet, qui écrivent le projet, ou de ceux qui vont bénéficier du projet? L'idéal des deux. Oui. Donc, c'est une concertation entre la personne qui va exécuter le projet et les bénéficiaires. Parce que la personne qui va exécuter le projet dans le sens où cette personne-là a son intérêt, cette personne-là sait ce dont elle est capable à un certain niveau. Elle sait quels moyens, quelles ressources financières dont elle dispose. Et donc, il faut qu'elle puisse avoir son mot au chapitre. Et également les bénéficiaires, parce que ce sont eux qui vont justement bénéficier. Donc, ils doivent dire aussi ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, le point de rencontre entre ces deux groupes-là, ces deux catégories de personnes-là, qui, selon moi, va pouvoir aider à aboutir à la solution. Ça va? Allô, Richard? Oui, tu sais qu'on nous mute des fois. Ah, ok, désolé. Ça prend du temps pour qu'on... Ok, je comprends. Merci. Non, et oui, ça me va parce qu'effectivement, certaines fois, il y a certaines tendances qui voudraient tout reposer aux mains des bénéficiaires, à savoir, il faut toujours demander aux bénéficiaires. Moi, ce qui arrive certaines fois, tu fais un projet, tu as les bénéficiaires, tu leur demandes, par exemple, un projet de formation, et puis tu demandes aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Et puis tous les jeunes te disent, ah oui, là, c'est pas facile. Baccalauréat, parce que c'est à la mode. Et puis, oui. Ils veulent tous faire la même chose. Mais lorsque tu vas sur le marché, la réalité te dit, bon, ces gens qui ont appris le baccalauréat avant, ils ne pouvaient pas trouver du travail parce que le marché est déjà saturé. Donc, si tu fais ce que dit le bénéficiaire, tu vas peut-être répondre à leurs besoins, mais ça ne va pas résoudre le problème de chômage que ces jeunes-là ont. Oui, je suis d'accord, effectivement, parce que oui, il faut demander, mais en même temps, des fois, les gens ne savent pas vraiment ce dont ils ont besoin. Donc, ils peuvent exprimer leurs problèmes et toi-même, à partir de ta compréhension, tu peux essayer de voir et faire des suggestions. Parce qu'effectivement, lorsqu'on voit ce qui se fait ailleurs, on peut penser que cette solution-là va être appropriée pour moi, mais ce n'est pas forcément le cas. Je pense que l'exemple de baccalauréat que tu as donné est vraiment très approprié. Donc oui, il faut demander les avis, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut se borner uniquement à cela. Parce qu'il y a des études qu'il faut faire en profondeur pour voir et argumenter est-ce que cela fait sens également, parce que ce n'est pas simplement il ne faut pas croire simplement ce que la personne dit, mais il faut qu'il y ait des informations qui soient bien, des statistiques, des données qui soient là pour pouvoir supporter la solution qu'on veut implémenter. Bon, il va falloir aller un petit peu plus vite. Pour récapituler, lorsqu'on est en train de mettre un projet sur pied, donc il faut se poser un ensemble de questions. C'est qui est-ce qui va bénéficier, quelles seront les personnes qui sont impliquées, ou encore quoi, de quoi s'agit-il, qu'est-ce que je veux mettre comme projet, qu'est-ce que je veux mettre sur pied, comment je vais m'y prendre, où est-ce que cela va avoir lieu, quand est-ce que je vais commencer, quand est-ce que je vais terminer, combien de temps ça va durer et le pourquoi.
Donc, quelles sont les raisons qui font que je dois exécuter ce projet-là? Joli gâteau, n'est-ce pas? En fait, bon, comme Richard m'avait dit que c'est difficile pour vous de parler, je vais demander à Clonie d'ouvrir un petit peu, alors pendant quelques minutes, d'ouvrir le micro pour vous demander qui peut être à même de préparer ce gâteau-là. Rapidement. Qui est-ce qui serait en mesure de préparer ce gâteau? Moi. OK, Fabienne. Et qu'est-ce qu'il faut comme étape pour pouvoir préparer ce gâteau? Vas-y, Fabienne. Comme étape, tu dis? Oui, pour pouvoir mettre sur pied ce gâteau. Ben, d'abord, je vais acheter les ingrédients. Mhm. Je vais m'assurer d'avoir les matériels qu'il faut. Je vais m'assurer d'avoir la recette. Et puisque, alors, en tout cas, moi, c'est ce qu'il me faut parce que une fois avoir la recette précise, quand je parle de la recette, des quantités, les portions, donc moi, je pourrais m'assurer de faire l'application et de réussir le gâteau. La OK. décoration, c'est pas difficile parce que c'est avec des bonbons au chocolat. OK, merci. Moi qui croyais que la décoration serait la phase la plus compliquée, mais très bien. Donc, en fait, j'ai pris l'exemple de gâteau, c'est pour dire que c'est plus ou moins la même logique. Un projet se planifie plus ou moins comme un gâteau. Donc, dans le sens où on essaie de voir quels sont les... Je sais le résultat final, je voudrais aimer avoir ce gâteau-là devant moi. Bon, est-ce que ce sera aussi succulent? Je ne sais pas, mais au moins, je veux que ça se présente de la sorte. Maintenant, comment faire? Quelles sont les étapes pour arriver vers ce résultat-là? Donc, effectivement, comme Fabienne l'a dit, il faut commencer par lister les ingrédients, mais elle n'a pas dit qu'elle allait les acheter. Il faut faire la mise en place, il faut préparer la pâte. Maintenant, on va cuire le gâteau. Et imaginons que le gâteau est dans le four. 30 minutes après, on va essayer de voir à quel niveau se trouve la cuisson pour se rendre compte que le gâteau, en fait, n'est pas à point parce qu'il n'y a plus de gaz. Comment faire pour éviter que cela ne se produise? Il s'agit de découper son projet. Donc, qu'est-ce que cela signifie décomposer ou encore découper son projet? C'est vraiment une étape où on va s'asseoir pour essayer d'imaginer quelles sont vraiment toutes les étapes à mettre en œuvre pour arriver vers ce gâteau-là. Quels sont tous les éléments qu'il me faut avoir pour réaliser ce gâteau? Et une fois qu'on a fini d'identifier tous ces éléments, on va essayer de les agencer en étapes. Donc, OK, là maintenant, j'ai mis une photo pour vous. Donc, vous savez quel gâteau qu'il faut faire. Mais normalement, si je dis que je veux faire un gâteau, je vais faire un gâteau, il y a l'étape de conception avant tout dans tout projet. Donc, je choisis le gâteau. Bien entendu, une fois que je choisis le gâteau, il faut regarder la recette pour pouvoir identifier les ingrédients et voir à travers la recette quelles sont les étapes de préparation. Ensuite, nous allons nous organiser. Je sais les éléments qu'il me faut. Maintenant, je dois vérifier est-ce que je les ai à ma disposition. Sinon, je vais les acheter. Maintenant, et lorsque je dis je vais les acheter, c'est pas seulement vérifier qu'il faut, par exemple, les cookies, il faut la crème, mais c'est regarder aussi en termes de matériel. Est-ce que j'ai le mixeur? Est-ce que j'ai le gaz, par exemple? Parce que c'est vraiment pas intéressant pour que c'est à ce moment que vous avez commencé le projet et que vous vous rendez compte qu'il y a un élément fondamental dont vous n'aviez pas tenu compte. Peut-être que cela peut arriver, que effectivement il y a quelque chose que vous n'aviez pas tenu compte et que vous pouvez récupérer et adapter. Mais par exemple, dans le cas du gâteau, ce sera un parfait gâchis parce que le temps que vous alliez, je ne sais pas à quelle distance se trouve la
la station où vous allez acheter le gaz. Donc, vous allez perdre la pâte. C'est ce qui voudrait dire que vous allez perdre votre temps, vous allez perdre de l'argent et il va falloir recommencer. Donc, il faut vraiment essayer de vraiment passer au travers des différentes étapes. Ensuite, cuisiner. Donc, il y a des sous-étapes au niveau de la cuisine. Il faut laver les ingrédients, préparer la pâte, cuire le gâteau. Et bien entendu, une fois que le gâteau est prêt, il faut servir. Mais servir veut dire que tout d'abord, laisser le gâteau refroidir, mettre dans le plat, décorer le gâteau. Parce que si on met la crème automatiquement, donc la crème va fondre et le rendu ne sera pas intéressant. Donc, c'est comme ça, en fait, que c'est l'approche qui a adapté lorsqu'on veut planifier son projet ou qu'on veut les découper en plusieurs étapes. Et un exemple que j'ai pris pour vous, c'est la construction d'une maison. Par exemple, si on veut construire une maison, on peut décider, par exemple, il n'y a pas une façon unique de faire le découpage du projet. Tout dépend de l'approche que vous voulez utiliser. Par exemple, je peux dire que je vais construire une maison, donc je vais commencer par faire tout ce qu'il y a à l'interne. Ensuite, je regarde ce qu'il y a au niveau de la fondation. Ensuite, je regarde ce qu'il y a au niveau externe. Ça ne veut pas dire forcément que je vais faire l'interne. Le fait qu'il y ait 1, 2, 3 ne veut pas dire que c'est dans l'ordre, mais ça veut dire tout simplement voici comment je déconstruis la maison. Donc, voici les grandes étapes qu'il y a à utiliser lorsque je vais faire la construction de la maison. Maintenant, tout ce qui a trait à l'intérieur de la maison, je vais la décomposer également parce que dire que je vais faire la construction interne, c'est vague. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'explications. Donc, construire au niveau interne, c'est m'intéresser à l'électricité, m'intéresser à la plomberie. Je peux faire le parterre, je peux ajouter la peinture. Donc, ce qui veut dire qu'il y a différents niveaux. Donc, vous prenez une étape et vous essayez de voir, OK, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir y arriver vers là. Donc, c'est la même chose si je vais faire la fondation. Donc, il faut commencer par l'excavation, donc mettre en place le coffrage, couler le béton, ensuite aller vers les colonnes et les poudres. Les gestes qui sont beaucoup plus versés dans la construction pour savoir mieux comment procéder. Et ensuite, il y a la partie externe. Donc, la partie externe, c'est ce qu'on appelle la façade de la maison. Donc, la façade de la maison, c'est la maçonnerie, c'est les finitions. Donc, c'est vraiment partir du général pour aller vers le particulier. Et essayer de voir, et cela va vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus détaillée de ce que vous voulez faire, de combien de temps cela va prendre, de combien d'argent cela va prendre également pour pouvoir réaliser la construction de la maison. Maintenant, je vais demander qu'on vous donne la possibilité de parler parce que j'ai un exercice pour vous. Il faut rénover la maison du directeur de division. Donc, si vous voulez mettre sur pied ce projet, quelles sont les étapes que vous pensez qu'il faudrait avoir pour rénover la maison du directeur? Je vous laisse il a besoin que sa maison soit rénovée. On lui offre comme cadeau de Noël. J'ai décidé que la maison du directeur de division était à rénover. La maison est toute neuve. OK, merci beaucoup. Bon, les architectes, les ingénieurs, là, c'est vous. D'abord. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, vas-y. Je dirais ce qu'on aura besoin pour rénovation. C'est quoi? En termes de rénovation, qu'est-ce qu'on aura à faire? Est-ce que c'est la douche? Est-ce que c'est la façade? Est-ce que l'élément et la partie, exactement ce qu'on veut faire? Non, il n'y a pas de partie précise. C'est la maison. Disons la maison dans toute sa globalité. OK. Et vas-y, tu
tu as des mains qui sont Oui. levées. Tu peux citer les noms pour moi parce que je ne vois pas les noms. Il y avait Larry Bird qui avait sa main levée depuis un certain moment. Merci. Je ne sais pas si la personne veut toujours prendre la parole. Généus, Larry Bird. OK. En deuxième, il y a Woujmi Nazer. Oui, je suis là. Bonjour. D'accord. Vous me recevez? Ah bon. Si vous voulez rénover la maison du directeur de division, il faut savoir pourquoi vous voulez la rénover. C'est la plus grande question à se poser. Pourquoi vous la rénovez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a un dommage? Il y a des dommages à la maison qu'il faut rénover, tout ça. C'est la plus grande question. Et quand on répond à cette question, là, vraiment, on pourra faire un plan bien établi pour voir comment rénover la maison du directeur de division. Moi, je ne connais pas la maison du directeur de division, mais si j'aurais à rénover sa maison, la première question que je vous demanderai en tant qu'architecte ou bien en tant qu'ingénieur, je vous dirai pourquoi vous voulez rénover la maison. OK. Donc, si tu n'as pas le pourquoi, ce n'est pas possible pour toi de faire le découpage. On continue avec les réactions, Evadi? Oui, oui. Marlène Thomas. Bonsoir. Excusez-moi, ma caméra, je ne peux pas l'ouvrir. Alors, moi, je pense qu'il faudrait aller sur place, visiter. Je n'entends plus. Je n'entends plus Marlène. Son micro est fermé. Ah. Là, c'est mieux? Oui, oui, vous pouvez parler. Donc, je disais que comme le projet, c'est de rénover, donc il faut déjà que je me déplace, que j'aille sur place, me rendre compte qu'est-ce qu'il faut faire. Et une fois que je serai sur place, je commencerai à noter les différents trucs que j'observe et qui mériteraient d'être rénovés, par exemple. OK. Merci, Marlène. Pierre Agnan. Oui, bonsoir, Evadi. Moi, je dis que aller rénover la maison du directeur, je suis bien content de voir la façon dont tu as formulé ta question. Mais je ne peux pas aller rénover la maison du directeur si je n'ai pas été invité à le faire. C'est la première chose pour moi. La deuxième chose, c'est m'asseoir avec le directeur de division, discuter pour savoir exactement parce que ce n'est pas ma maison, c'est la sienne. Qu'est-ce qu'il y a à rénover? Et à partir de ce moment, je pourrais faire des visites, prendre des notes et aller préparer en quelque sorte une ébauche de ce qu'il aura à faire. Là encore, je ne suis pas encore dans le projet. Et s'il me dit que je lui donne grosso modo un budget, il me dit, je suis partant pour ce budget. Là, je vais commencer à considérer la rénovation comme effectivement un projet. Et là, je vais travailler sur les différentes phases. Et peut-être s'il y a des maquettes aussi à faire, je les ferai. Mais je ne peux rien entamer sans l'accord. Et même, j'irai beaucoup plus loin, sans l'accord écrit du directeur de division pour pouvoir commencer cette rénovation. OK. Voilà, merci, Pierre. Donc, on fait l'hypothèse que le directeur t'a appelé, il t'a donné l'accord écrit qu'il veut rénover sa maison. Bon, peut-être écrit, j'ai été beaucoup plus loin. C'est une façon de dire que l'accord peut être tacite aussi. C'est pas forcément écrit, ça peut être tacite. Et à partir de ce moment, je pourrais faire une ébauche et commencer à voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes maintenant d'ébauche et lui faire une proposition. Et une fois qu'il me donne son accord sur cette proposition, là maintenant, je commencerai avec la phase vraiment de planification du projet de manière à pouvoir rénover la maison. Très bien. Isha, tu allais dire quelque chose? J'allais dire à Pierre, si tu lui donnes un peu d'argent pour venir rénover ma maison, il n'a pas besoin d'avoir mon avis, qu'il vient faire le travail. C'est toi qui donnes l'argent. Donc... Merci, Isha, mais tu n'es plus directeur. Donc, on ne parlait pas de toi.
Tu as deux mains Pascal, il y a deux levées. autres personnes. Est-ce que tu peux... Oui. Pour finir. Et Miranda Krishna. Et après, il y a Maxime Fleur. Merci. Et Miranda. Maxime, OK. Yeah. Désolée, mon micro n'était pas activé. Alors, la première chose, ce serait l'initiation du projet qui consisterait à l'étude de faisabilité et aussi l'identification des besoins, ce qui passerait par des rencontres, des visites du chantier, etc. La deuxième phase, ce serait la planification c'est-à-dire examiner ce besoin et déchiffrer les différentes parties prenantes et les différentes ressources dont on aura besoin. La troisième phase, ce serait l'exécution de ce projet en impliquant les différentes parties prenantes, en mettant en place les différentes ressources afin d'établir cette rénovation. La quatrième partie, ce serait la clôture de ce projet, vérifier que tout ce qui a été planifié, a été exécuté, a été bien fait selon les normes, selon ce qui a été prévu. Et dernier lieu, ce serait le contrôle de suivi du projet, s'assurer que le directeur en question a été satisfait de ce projet, qu'il n'a pas de requête, qu'il n'y a pas vraiment de plainte ou de demande particulière, et que peut-être même laisser une période de garantie ou de requête par rapport à ce qui a été fait, de demande de requête par rapport à ce qui a été fait. Merci, Miranda. Donc, ton approche, tu l'as calqué sur le cycle de vie du projet. Donc, tes étapes, c'est le cycle de vie du projet. Max? Merci. Bon. Moi-même, la première question que j'allais me poser, c'est est-ce que c'est possible de rénover cette maison? Donc, c'est concernant la faisabilité, que ce soit technique et économique. Est-ce qu'il y a les moyens, est-ce que ce sera possible? Et est-ce que j'aurai les compétences, les moyens, les matériels qui seront permettre de rénover cette maison? Merci. OK. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde pour vos prises de parole. Je pense qu'elles ont été toutes très intéressantes. Chacun a abordé un aspect assez précis de cet exercice. Vous n'êtes pas du tout facile, hein? Vous posez beaucoup de questions. Donc, oui, c'est un exercice. Donc, imaginez que le directeur vient vous dire que j'aurais aimé que ma maison soit rénovée parce que, bon, j'aurais aimé que ça soit plus moderne. Ça, même s'il n'y a pas vraiment c'est pas encore clair ce qu'il veut, mais il vous dit qu'il voudrait rénover sa maison et qu'il voudrait que ça soit vous qui soit en charge de ce projet-là. Donc, on a le projet rénover la maison. Mais je suis d'accord avec Pierre lorsqu'il a dit qu'il faut avoir l'accord parce qu'on ne peut pas aller rénover la maison du directeur sans qu'il ne soit d'accord. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui a été posée. Maintenant, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient fait cette intervention pour dire pourquoi rénover et est-ce que c'est possible de rénover la maison. Donc, c'est en ce sens-là que la première phase, une des phases, c'est le diagnostic de la maison. Parce que si on se met dans la position où on a les moyens, je ne sais pas, le directeur a dit qu'il va payer, ou bien il y a une institution qui dit qu'elle va payer. Donc, les ressources financières sont là. Il faut rénover la maison. Maintenant, comment procéder pour rénover la maison? Donc, on ne peut pas rénover si on ne sait pas
qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat, ni comment est la maison actuelle, parce qu'il y a certaines rénovations que la maison ne peut pas supporter. Donc maintenant, c'est une phase diagnostic de la maison. Maintenant, une fois qu'on aura fini de faire le diagnostic de la maison, on peut dire voici ce qui est possible ou pas, et on va passer à une phase qui est le design. Et une fois qu'on a fini de passer au design, le directeur est d'accord, le plan que vous avez soumis est superbe, il est porteur. Maintenant, on va passer à la rénovation. Donc là, alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs approches pour pouvoir découper le projet, mais moi-même, c'est cette approche-là que j'aurais utilisée. Maintenant, diagnostiquer la maison, c'est assez vague comme ça. Maintenant, il faut essayer de voir quelles sont les sous-étapes. Parce que l'idée dans le découpage, c'est de partir du résultat qu'on veut avoir pour remonter. C'est comme si c'est un escalier. On veut arriver là-haut. Donc, on a un escalier à prendre pour pouvoir arriver là où je veux comme destination finale. Donc, maintenant, diagnostic de la maison, c'est trop vague, c'est pas clair. Maintenant, il faut que j'aille décomposer encore. Parce qu'il faut que ça soit vraiment très clair pour moi. 1, 2, 3, 4, comment procéder. OK. Donc, maintenant, je dis diagnostic. Effectivement, il y a quelqu'un qui avait dit inspecter les lieux. Donc, je pourrais mettre inspecter les lieux en première tâche. Mais je me dis que avant même d'inspecter les lieux, si je peux disposer des plans qui avaient été utilisés pour construire l'ancienne maison, déjà, ça pourra me donner une idée de la maison. Je saurai le niveau d'ancienneté, les matériels qui ont été utilisés. Donc, ça me donnera une idée et ça me permettra peut-être, lorsque je vais sur les lieux, d'être beaucoup plus direct. Je dis ça comme ça, je ne suis pas architecte ni ingénieur, mais moi, ce serait mon approche. Et maintenant, après avoir fait l'inspection, bon, je vais soumettre un rapport, mais là encore, oui, oui. Bon, je reste comme c'est dans l'exemple, je soumets un rapport. Donc, je viens, je regarde, je constate, j'analyse et je dis que oui, voilà, voici dans quel état se trouve la maison. Voici à quel état se trouve la maison et à partir de là, on pourra analyser pour voir ce qui est possible ou pas. Est-ce que la maison peut être rénovée? Parce que la maison peut être tellement vieille qu'il faudra la détruire. Donc, on ne sait pas encore. Donc, je soumets le rapport. Maintenant, on va voir avec le directeur, on va s'asseoir pour analyser, pour voir qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Maintenant qu'on sait, voici la situation. Il avait déjà une idée plus ou moins de ce qu'il voulait, mais maintenant, on va essayer d'analyser ça un petit peu plus dans les détails. Quels sont les désirs? Et voir à partir de ces désirs et à partir de ce qui existe, ce qui est possible. Maintenant, je vais réfléchir. Il se peut que ça ne soit pas moi. Maintenant, je vais faire appel à un architecte qui va venir pour définir les plans de la maison et qui va encore regarder, discuter, analyser, présenter un budget. Maintenant, le directeur va dire est-ce qu'il est d'accord ou pas, parce que à ce moment-là, il pourrait dire que oui, je suis toujours pour la rénovation parce que j'ai dit que j'allais faire la rénovation, mais finalement, c'est peut-être ce que je voulais est peut-être trop élevé, c'est peut-être trop grandiose, donc peut-être qu'il va falloir que je révise un peu, donc jusqu'à ce que vous ayez un terrain d'entente. Et maintenant, le plan est accepté, le budget est accepté, on passe à la phase suivante qui est la rénovation. Dans ce cas-là, on démolit ce qu'il y a à démolir. Peut-être que, je pense que c'est Alod qui avait dit cela, peut-être qu'au final, je me rends compte que ce n'est pas toute la maison entière que je vais rénover, mais c'est certaines parties clés que je vais faire. Bon, peut-être que donc à ce moment-là, je pourrais séparer le travail en je refais l'extérieur et je refais l'intérieur. Mais là encore, je peux dire que qu'est-ce que cela signifie refaire l'extérieur? C'est vague. Je peux
aller et découper ça à un autre niveau. Refaire l'extérieur veut dire que je vais, je sais pas, je vais refaire la façade complètement, ou bien je vais laisser la façade comme telle, mais plutôt je vais refaire le patio, ou bien qu'est-ce que je veux dire refaire l'intérieur? Refaire l'intérieur veut dire que je vais refaire le salon, ou bien je vais refaire la chambre, je vais refaire la cuisine. Donc, on découpe, pas que ça soit très, très détaillé, parce que c'est pas que je veux que toutes les activités soient définies, mais que j'ai une idée vraiment assez claire et assez précise de ce qu'il me faut comme étape pour pouvoir arriver jusqu'à la rénovation. Je vois qu'il y a certaines discussions sur le chat. Est-ce qu'il y a des étapes chronologiques pour un projet? Les étapes d'un projet se fait, il n'y a pas une façon de... En fait, la réponse n'est pas oui ou non. C'est tout dépend du projet en question. Parce que normalement, un projet, par exemple, je peux dire que si c'est un projet qui se fait sur 5 ans, je peux commencer par, sur la première année, voici ce qu'il faudra faire. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une réponse très spécifique. Je peux dire, par exemple, que je vais commencer par une phase de pré-test. Une phase de pré-test où parce que là, c'est surtout dans les cas de projet où c'est pas trop défini, c'est pas trop clair par rapport à l'approche qu'il faut adopter. Parce qu'il y a deux types de cas. Alors, il y a deux grands types de catégories de projets. Il y a des projets qui sont un petit peu plus linéaires dans le sens où c'est vraiment très intuitif de savoir ce qu'il faut faire pour passer de plan A à un plan B. Mais par contre, il y a des projets qui sont un peu plus complexes. Par exemple, si je dis que je vais construire une application web pour pouvoir permettre que le paysan puisse être en mesure, lorsqu'il a fini de produire son blé, par exemple, ou bien son riz, qu'il puisse l'acheminer à un grossiste qui pourra faire l'exportation. Donc là, c'est un projet qui est vraiment très novateur. On ne sait pas, par exemple, comment le paysan va faire pour capter la technologie. Donc, on sait plus ou moins qu'il faut qu'il y ait une application qui va permettre de faire le traçage du produit pour que l'on puisse savoir par exemple, d'où sort ce riz-là. Ceci, c'est un terme de qualité pour savoir est-ce que finalement, lorsque je vais continuer à vendre du riz, est-ce que je vais toujours continuer à acheter le produit entre les mains de Clony ou bien c'est Fabienne qui me fournit un riz de meilleure qualité. Donc là, je sais que je veux un traçage et que je veux que ce soit une application mobile pour le faire. Mais dans l'implémentation, je n'ai vraiment pas encore d'idée comment procéder. Donc à ce moment-là, ce projet-là, on peut le faire par étapes. Donc, dans le sens où on fait un test et maintenant, si ça marche, on va pouvoir passer à une étape et à une autre étape. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas une façon très nette de découper un projet. Donc, tout dépend du projet en question et de l'approche que vous voulez faire. Admettons que je dispose d'un budget pour la rénovation de la maison. Alors, qu'au moment je vais entamer l'ouvrage, les coûts changés, que dois-je faire? Donc là, cette question-là n'est pas au niveau de l'implémentation. Pas l'implémentation, de la planification. Parce que dans un projet, comme c'est défini sur la durée, donc il y a un tas d'événements qui peuvent avoir lieu qui fait que le contexte de départ dans lequel le projet avait pris naissance change complètement. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a la phase de contrôle et de suivi où il faut tout le temps évaluer comment le projet évolue par rapport à ce qui avait été planifié. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on va avoir des rapports financiers pour pouvoir comparer les dépenses à ce qui était
prévu dans le budget là. À ce moment, on va essayer de voir en fonction de la marge de dépenses qui a été effectuée, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir adapter. Maintenant, est-ce que et à ce moment-là, si la marge est trop élevée, il va falloir, dans ce cas-là, contacter le directeur, parce que c'est la maison du directeur qu'on est en train de rénover, pour voir après quelles sont les possibilités qui existent. Est-ce qu'il y a certains éléments, si vraiment il n'y a aucun moyen de pouvoir réduire certains coûts par rapport à d'autres techniques, c'est de voir est-ce qu'on va pouvoir faire tout ce qui avait été prévu au niveau de la rénovation, qu'est-ce qui est le plus important à faire, est-ce qu'on va continuer? Donc, c'est tout un ensemble de questions qu'il faut se poser, mais tout dépend du contexte dans lequel on est en train d'être évolué. Par exemple, là maintenant où les prix des produits sont vraiment catastrophiques, si je puis dire de la sorte. Donc, c'est vraiment très difficile pour demander à un directeur, par exemple, de pouvoir continuer sur la même lancée et de pouvoir continuer sur la même lancée. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment suivre à chaque mois comment le projet est en train d'être évolué. Est-ce qu'on est en dépassement? Est-ce que ce qui reste va pouvoir me permettre de répondre aux besoins, qui va me permettre de répondre à ce qui a été prévu? Quel changement qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques qui pourraient être utilisées qui va permettre de réduire les coûts? Et faire une des propositions au directeur pour pouvoir analyser les différentes options ensemble. On me dit que je suis au rouge. Donc, ce que j'avais retenu pour vous comme outil, c'est... Alors, je vais juste les citer parce que l'idée, ce n'est pas trop d'entrer dans les détails, c'est juste pour vous donner qu'est-ce qui existe. Donc, il y a Microsoft Project qui est là pour vous permettre de vraiment suivre. C'est un logiciel qui est vraiment très adapté à la gestion de projet où on commence par mettre les informations sur le projet. Donc, quand est-ce que le projet doit commencer, quand est-ce que le projet doit finir. Et par la suite, tout ce travail que vous avez fait au niveau du découpage pour savoir quelles sont les différentes étapes à réaliser au niveau du projet, on va les présenter à ce niveau-là. Donc, en noir, si vous pouvez le voir, en noir, en gras, ce sont les grandes étapes. Maintenant, en dessous, on a les étapes intermédiaires. Et une fois qu'on a fini de mettre la durée et qu'on a fini de mettre exactement quand est-ce que le projet va commencer, le logiciel va de par lui-même calculer à chaque fois quand est-ce que chaque projet doit finir et va mettre pour vous dans un graphique l'échelonnement de toutes les activités. Donc, ça va vous permettre de voir, d'avoir une idée globale du projet en termes de quelle activité qui vient à la suite de l'autre. Et par exemple, juste pour que vous ayez une meilleure compréhension du schéma, en rouge, ce sont toutes les activités qui se suivent et qui sont critiques. On dit que ces activités sont critiques tout simplement parce que s'il y a un retard sur cette activité-là, ça va faire en sorte à ce que toutes les autres activités vont être également décalées. Par contre, il y a d'autres activités, par exemple, cette activité qui est en bleu, je vais voir si je peux la souligner pour vous. Voici cette activité qui est en bleu, vous voyez qu'elle est beaucoup plus courte que celle qui est en rouge. C'est juste pour vous montrer que il y a cette différence entre le bleu et le rouge, c'est la quantité de temps que vous avez à la disposition pour finaliser l'activité qui est en bleu. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que
l'activité peut durer 2 jours ou bien 3 jours, mais puisque l'activité qui suit dure 5 jours, donc cela vous donne plus ou moins une marge de manœuvre de 2 jours pour finir l'activité qui est en bleu. Donc là, c'est ce que le logiciel de Microsoft Project vous permet de faire. Ensuite, il y a l'application Monday. En fait, Monday, c'est une application mobile, donc ça vous permet de mettre les différentes personnes qui sont impliquées dans le projet et ça vous permet de voir pour chaque activité quelles sont les personnes qui sont impliquées dessus. Ensuite, nous avons Asana. Asana, c'est également une autre application mobile. Donc là, on a les ensembles d'activités qui sont prévues. Et de notre côté, on peut attribuer le niveau de priorité de chaque activité. Et ça vous permet de voir aussi quelles sont les différentes personnes qui vont intervenir sur chaque activité et à quelle phase que l'activité est. Est-ce que l'activité est terminée, done, est-ce que l'activité est en progrès ou bien l'activité est sur mode pause. En dernier lieu, il y a Trello, qui est aussi une application web que vous pouvez utiliser, mais la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une liste d'activités, ça va vous donner de préférence des cotes. Par exemple, cette première cote, c'est Upcoming, ça vous dit voici les prochaines activités qui vont être réalisées. In Progress, ça vous dit qu'est-ce qui est en train d'être fait. Et Done, ça vous dit ce qui est déjà réalisé. Mais normalement, Excel fait aussi l'affaire parce que vous pouvez utiliser Excel pour lister vos activités. Donc, toutes les activités dont j'avais fait mention tout à l'heure pour réaliser la rénovation de la maison du directeur, vous pouvez juste les mettre tout simplement. Et ensuite, avoir des colonnes qui disent est-ce que l'activité est réalisée. Donc, à chaque fois que vous avancez dans le projet, vous pouvez mettre une couleur dans la case pour dire que c'est réalisé, je vais le faire, ou bien mettre des commentaires. Vous pouvez également préparer un calendrier dans le sens où la liste d'activités que vous aviez déjà identifiée, vous allez mettre la durée dessus et mettre une couleur pour pouvoir montrer combien de temps que cela va durer. Donc, à vous de savoir si chaque case, ce sera un jour ou bien une durée, ou bien une semaine ou bien un mois. Donc, c'est juste pour mettre les couleurs pour voir comment cela va se décliner. Donc, en gris, vous pouvez voir combien de temps chaque activité va durer. Et vous pouvez également préparer le budget, qui est très important. Et une fois que vous avez fini j'ai mis cet exemple-là, c'est juste pour vous dire que le découpage du projet vous facilite la tâche lorsque vous aurez à créer votre budget. Parce qu'une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous savez que vous devriez payer pour l'électricité. À ce moment-là, vous allez chercher combien cela va se coûter, l'électricité, la plomberie, l'excavation, l'acier, la finition, la maçonnerie. Et maintenant, vous faites toute la somme et vous avez votre budget. Donc, c'est pour cela que c'est important de vraiment prendre le temps de découper son projet pour savoir ce qu'il vous faut et cela va vous donner une idée de la durée et des ressources matérielles et humaines à utiliser. Et en dernier lieu, suivre le projet dans le sens où vous avez le budget. Donc, à chaque fois que vous faites une dépense, il faut faire le rapprochage entre ce qui est dépensé et ce qui a été budgétisé, juste pour avoir une idée de comment se fait la variation. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a lieu de faire des modifications? Ou bien est-ce que vous pouvez juste continuer à avancer parce que vous êtes dans le budget? Ou encore, si vous voyez déjà que vu la façon dont le marché est en train d'évoluer et vu les dépenses qui ont été faites et que ce ne sera pas possible pour vous de poursuivre avec le projet sans qu'il y ait un ajustement au niveau des coûts,
À ce moment-là, il faut, au moment même que vous vous rendez compte de cela, qu'il faut rencontrer la personne responsable, soit le bailleur qui doit vous financer ou bien le client pour discuter des options qui sont disponibles pour voir comment faire pour ajuster le projet et finir le projet normalement. Donc, en gros, c'était cela. Je voudrais bien prendre une ou deux questions pour finir avant de laisser la place à Pascal. Les personnes qui ont les questions, on prend 2 questions pour conclure avec cet épisode. Ouvrez vos caméras, votre micro ou bien levez la main. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est tellement clair. Ben, s'il n'y a pas de questions. Oui, il y a une question. Ou bien c'est plus compliqué. J'ai une question. Oui, oui. Non, je ne pense pas que ce soit compliqué. Qui pose? C'est Toastmaster Charlot? Oui. Allez-y. Alors, en écoutant la Eva dit Daniel, en fait, on pourrait se mélanger les pieds. Et je me suis posé la question, et je vous pose la question, est-ce que lorsqu'on a un projet à réaliser et que le projet a je dirais, un domaine spécifique, dans ce sens, si on n'est pas expert dans ce domaine, est-ce que la première chose à faire n'est pas de faire appel à un expert dans ce domaine, comme pour la rénovation de la maison? Est-ce que la première chose ne serait pas de faire appel à un architecte ou du moins, évidemment, un ingénieur? Merci. En fait, je ne dis pas que ce sera vous qui allez rénover la maison. C'est juste un exercice. Donc, évidemment, pour rénover la maison, c'est un architecte et un ingénieur que vous allez embaucher pour le faire. Mais c'est juste pour essayer de vous mettre devant le cas pratique et voir si vous étiez un architecte en charge de rénover, qu'est-ce que vous alliez faire? Parce que le découpage, il est vrai qu'il faut tenir compte de l'aspect technique, mais il y a également la logique derrière tout ça, la logique d'intervention. Tu vois, parce que moi, par exemple, je n'ai pas besoin d'être un architecte ou un ingénieur pour savoir que s'il faut rénover une maison, il faut commencer par faire le constat. Il faut commencer par regarder, il faut que je sache pourquoi, effectivement, comme plusieurs d'entre vous avaient posé la question, pourquoi il faut rénover la maison, c'est quoi le résultat que vous voulez en termes de rénovation. Maintenant, est-ce que la maison est en mesure de pouvoir supporter cette rénovation-là que vous voulez faire? Juste à titre d'exemple, moi-même, ma maison a été victime du séisme, tout simplement parce que il y avait une maison qui était à côté, qui était en bon état, soi-disant. En tout cas, nous, on voit à l'œil nu que c'était en bon état. La personne décide de mettre un étage supérieur. Donc là, elle met l'étage supérieur et voilà que c'est l'étage qui va engloutir la maison. Donc, ça veut dire que la structure n'était pas bonne. Mais à ce moment-là, c'est un travail qui doit être fait par l'ingénieur et l'architecte, mais je sais que c'est une étape qui doit faire du sens et qu'il doit y avoir un diagnostic. Donc, ça, c'est pas au sortir de là. Il faut qu'il y ait la technicité, il faut qu'il y ait un expert. Mais c'est plutôt de voir qu'est-ce que ça prend de mettre sur pied un projet pareil. Donc, c'est juste les étapes et à chaque étape précise, on va faire appel à l'expertise précise pour pouvoir réaliser cela. Pierre. Très bien. Nous avons 3 mains levées. Ces personnes ont déjà parlé. Et avant de leur donner la parole, j'aimerais savoir s'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas encore pris la parole pour cette séance, qui a une question ou un commentaire. Non. Et Maxime Fleur avait la main levée avant Fabienne et Pierre-Alain. Max, allez-y.
Et on termine avec ces trois. Evadi. Max, tu es encore avec nous? Dans ce Ok. cas, Fabienne, tu peux... Allô? Non, je n'étais pas autorisé à ouvrir mon micro. Pour faire rapide, c'est... D'accord, Est-ce que vas-y. le cycle... D'accord, encore merci à Daniel. Est-ce que le cycle de projet proposé, à savoir initiation, planification, exécution, contrôle et suivi, est-ce que cela est applicable à tout type de projet? C'est ma question. Merci. En fait, ces derniers temps, on a tendance à parler de méthode agile dans le sens où il y a des projets où la planification n'est pas possible d'être faite dans les détails dès le début. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce cycle-là de initiation, planification, exécution ne s'exécute pas. Donc, dans le cas de projet agile, par exemple, OK, je prends toujours l'exemple de l'application où le projet va être exécuté par phase. Ce qui voudrait dire qu'il y a une phase de mise en place pour pouvoir concevoir le prototype. Et ensuite, à la fin de cette phase-là, on va voir est-ce qu'il y a lieu de poursuivre ou pas avec la réalisation de ce prototype. Mais pour la phase même de prototype, il faut qu'il y ait l'initiation pour voir est-ce que cela fait du sens. Il faut qu'il y ait la planification, il faut qu'il y ait l'exécution, le contrôle. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui se font, mais des fois, cela se fait un peu plus... Des fois, cela se fait en cycle, donc cela se fait par répétition, tandis qu'un projet qui est beaucoup plus linéaire, par exemple, la construction d'une maison, la rénovation ou bien la réalisation d'une formation, cela se fait de façon linéaire, donc il n'y aura pas de répétition de ces différentes phases-là. Donc, oui. Donc, le cycle de vie est toujours là, c'est juste que l'approche, des fois, est différente dans le sens où on fait la phase, on répète jusqu'à ce qu'on finisse par trouver un élément qui est propice à ce que l'on veut et à ce moment-là, on va prendre ce qui a été obtenu comme résultat. Maintenant, on va passer à une stade supérieure et l'implémenter et à ce moment-là, on va continuer avec les autres phases. Très bien. Fabienne, et ta question? Oui. Alors, au début, Evadi, tu avais parlé avant même de passer à l'étape de planification, mais que l'incertitude était l'un des points qu'on peut avoir lorsqu'on est en phase de penser, de réfléchir sur les idées du projet. Ça m'arrive souvent. Est-ce que tu as une technique ou encore une astuce pour m'aider à sortir de cette phase d'incertitude pour passer à donner vie à la phase de donner vie au projet? Voilà. OK. En fait, Fabienne, l'incertitude sera toujours là. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il faut un moment d'adaptation où on peut vraiment comprendre Parce que lorsqu'on écrit un projet, on est vraiment dans la phase de conception. Donc, dès qu'on n'a pas encore vraiment commencé à mettre le projet sur pied, il y a toujours un risque qu'il y a certains éléments qui étaient très importants et qu'on n'a pas pu identifier dès le départ. Donc, ce qui voulait dire que pour essayer de minimiser cela au mieux, c'est de vraiment prendre le temps d'essayer de faire cette recherche de littérature, de comprendre l'existant, de faire appel à des experts qui vont pouvoir t'orienter, surtout si ce n'est pas ton domaine, ou encore c'est regarder pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait, pour pouvoir savoir quelles ont été les difficultés qui ont déjà été rencontrées et ainsi pouvoir anticiper si jamais cette situation se présente, qu'est-ce que je vais faire, et regarder aussi qu'est-ce qui a été une réussite par le passé, soit dans le pays dans lequel on évolue ou bien ailleurs,
et les mettre sur papier pour voir exactement si cela se passe, qu'est-ce que nous avons comme option pour pouvoir corriger cela. Donc, c'est cette approche-là que j'aurais utilisée. Mais vraiment, même si tu le fais, il y a toujours cette possibilité parce que les variables externes, on n'a vraiment pas d'emprise dessus, tu vois. Donc, ce qui veut dire que c'est surtout essayer de toujours analyser la situation et regarder le projet pour voir est-ce que nous avançons sur la bonne lancée et quels sont les changements à implémenter le plus tôt possible pour pouvoir s'adapter et s'ajuster aux besoins. Mais tu n'as pas besoin, il ne faut pas avoir peur de cela. Toastmaster Pierre Ania, c'est la dernière question. Les autres personnes pourront continuer à écrire sur le chat et la facilitatrice pourra continuer à vous répondre. Toastmaster Pierre Ania? Oui, merci beaucoup. C'est par rapport à la question qui a été posée par Toastmaster. Si quelqu'un n'est pas ingénieur, il ne peut pas se lancer dans une gestion de projet. Ma réponse est non. Car le gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui est transversal. Il n'a pas une expertise bien déterminée pour dire que c'est dans tel domaine. Mais c'est tout ce qui a rapport à projet. Je prends un exemple par rapport à l'exemple de la construction de la maison. On ferait appel à un gestionnaire de projet. Le gestionnaire de projet n'est pas un architecte, n'est pas un ingénieur. Mais il va faire appel à l'expertise d'un ingénieur qui va lui-même donner son point de vue, faire les préliminaires en quelque sorte. Mais le suivi qui va se faire au niveau même de l'exécution, pas d'une manière technique, mais par rapport au budget, par rapport à toute une série de la logistique, par exemple, c'est peut-être pas l'ingénieur qui va s'en occuper. Là, nous ne restons pas dans le cadre d'Haïti, on va aller beaucoup plus loin, parce que quand on prend de grands projets, de méga projets, obligatoirement, il y a un gestionnaire de projet qui n'est pas le technicien qui exécute en réalité, mais qui fait le suivi du projet et met en place des balises de manière à ne pas déborder soit sur le budget ou par rapport à d'autres choses. C'est ce que je voulais ajouter, c'était juste un complément. Peut-être que j'ai pris la place d'Evadi en parlant. Mais non, pas du tout, parce que chaque personne a une expérience différente, donc il faut partager cela. Je peux apprendre autant de vous que vous apprenez de moi, donc non, pas du tout. Et tu vois, il y a le terme qui s'appelle builder aussi, par exemple, au niveau de la construction. Et en fait, bon, je vais pas ici au niveau de la construction. Je vais juste dire que le gestionnaire de projet n'a pas besoin d'avoir une compétence précise dans le domaine, mais quand même doit avoir une certaine compréhension du domaine, parce qu'il faut pouvoir parler le même langage. OK, par exemple, Pascal avait dit dans mon introduction que je suis chef de projet numérique. Je ne peux pas faire une application web, mais je suis en mesure plus ou moins de comprendre les termes et de pouvoir m'exprimer avec le back-end ou bien avec la personne qui va s'occuper de l'interface de l'utilisateur pour pouvoir se communiquer, se comprendre et pouvoir venir avec un projet, une application qui répond aux spécificités qui ont été définies ou bien qui répond aux besoins du consommateur. Donc, l'idée, c'est plutôt les outils et les techniques qui sont là et de pouvoir les utiliser, les canaliser, mettre l'équipe sur pied et assurer que tout le monde a la même vision du projet, que tout le monde est au courant des objectifs et que les actions, les activités, la planification est bien faite, on sait comment les ressources doivent être utilisées, on sait qu'il y a des risques et qu'il faut dès le départ les anticiper, que s'il y a un changement, comment faire pour qu'on puisse s'adapter, s'ajuster le plus tôt possible pour pouvoir
s'assurer qu'on reste dans les temps, ou bien si on ne va pas rester dans les temps, quel autre mécanisme sur lequel interagir. Donc, c'est ça, en gros, le travail du gestionnaire qui fait que il n'est pas la peine qu'il soit un technicien, mais il faut quand même qu'il soit en mesure de comprendre le langage et qu'il puisse s'exprimer et communiquer. Pascal, à toi. Très bien. Le mot de la fin, Evadi? Bon, je n'avais pas préparé le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour dire que des idées, il y a des millions. Maintenant, pour passer de l'idée au projet, c'est vraiment, la planification est vraiment très importante. Et que la planification est importante dans le sens où il faut s'assurer que vous avez un objectif qui est clair et précis. Vous savez le pourquoi, donc pourquoi vous voulez implémenter le projet. Vous savez quels sont les résultats. Et maintenant, vous allez prendre le temps de découper le projet. Quelles sont les différentes étapes que je dois mettre sur pied pour pouvoir atteindre le projet? Et une fois que ces étapes sont identifiées, cela vous permettra de pouvoir identifier les ressources nécessaires et les ressources matérielles, financières nécessaires. Et à ce moment, vous allez vous dire, si c'est un projet que vous voulez faire vous-même, OK, je n'ai pas l'argent qu'il faut, peut-être que je vais remettre ça plus tard, mais cela vous permettra d'être en mesure de prendre les décisions qu'il faut à partir de ce plan que vous aurez élaboré. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire. Comme mot de la fin, c'est vraiment prendre le temps de bien découper le projet pour que vous ayez une idée bien précise de ce que vous voulez faire et ne pas vous rendre compte en plein milieu du chemin que ce n'était pas la voie à emprunter. Donc, merci beaucoup, DTM Marie-Evadi Daniel, pour cette présentation vraiment exquise avec des ingrédients succulents. Alors, je demande à l'auditoire d'ouvrir leur caméra, leur micro pour applaudir chaleureusement en guise de remerciement notre chère facilitatrice. Utilisez les émoticônes. Et tout comme moi, je suis sûre qu'après cette présentation, vous êtes familier maintenant avec le concept de projet, que vous comprenez les étapes pour monter un projet et à la fin, elle a bien insisté sur la planification et aussi le découpage et que vous serez, alors, vous savez maintenant ce qu'il faut faire, quand le faire, comment le faire et pourquoi le faire et au moins vous avez appris un outil pouvant vous permettre de mieux gérer vos projets. Et vous pouvez continuer pour mieux apprendre à utiliser ces outils, que ce soit Trello, Microsoft Project, etc. Vraiment, Evadi, on était... Alors, moi-même en particulier, j'étais très contente de modérer cet atelier avec toi en tant que présentatrice. Et comme je le dis au début, une experte en la matière qui nous a appris vraiment beaucoup de choses. J'avais noté des questions en guise de jeu, mais le temps nous fait la guerre. Et on pourra continuer sur le forum de la division avec les quiz, les questions. Donc, oui, pour cette fois, il y a des cadeaux, n'hésitez pas. Les personnes qui ont suivi la séance, on va voir si vraiment vous avez bien appris. Fabienne vous a réservé des cadeaux, Sarah aussi. Donc, on va continuer sur le forum de la division. Pendant que je vais remettre la parole au coordonnateur des ateliers, Toastmaster Clony Salomon. Pascal, alors si tu permets, je voudrais juste dire que s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, je suis toujours disponible par WhatsApp pour tout échange parce que je sais que le temps peut ne pas être suffisant, donc surtout qu'il y a beaucoup de personnes, donc je suis disponible. Si vous pensez que je peux vous aider, même si c'est avec une idée, je suis disponible. Très bien, merci beaucoup. Voilà.
Toastmaster Daniel est disponible pour les questions après. Et son numéro, son email sera partagé sur le chat pour les personnes qui ne l'ont pas. Et n'hésitez pas, alors je vous encourage à visiter ces différentes pages. Et elle est, alors, Kreska est sur Instagram, et Facebook, YouTube, etc. Il faut aller visiter et partager, suivre les différents épisodes qu'elle met chaque semaine sur ses pages. Je vais remettre la parole à Toastmaster Salomon. Le sondage a été partagé en chat privé et aussi sur le chat public. Prenez un petit temps. Cela va vous prendre 1 à 2 minutes pour évaluer cette séance en nous laissant vos commentaires à partir du lien qui est sur le chat. Toastmaster Clonis Salomon, je te remets la parole. Merci. Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Tu m'entends là maintenant? Ah, oh, très bien. Oui, merci beaucoup, Toastmaster Cantaf. Merci à tous ceux et celles. Il est déjà 8 heures, comme nous avons promis. Cette session était spéciale parce que c'était la seule session pour le mois de novembre. Voilà pourquoi on a eu 120 bonnes minutes de présentation. J'espère que vous avez beaucoup appris. J'ai pu remarquer des personnes qui ont pris des notes, par exemple LG 4-8 2018 et d'autres personnes. C'était comme un cours spécial en cette soirée. Donc, merci beaucoup Toastmaster Daniel et merci aussi à Toastmaster Cantaf d'avoir modéré cette session. Avant de terminer, il y a 3 points que je devrais mentionner, la première. Et quel sera le sujet pour la prochaine session? Ça, c'est la grande question. Et aussi, qui sera le présentateur? Nous sommes en période de concours. Bon, la période de concours a pris fin. Mais on sait très bien que très bientôt, au niveau du district, nous aurons à concourir et pour pouvoir, bien sûr, essayer de voir si on peut arracher une place à l'international. Et voilà pourquoi le sujet qu'on aura pour la prochaine session, qui n'est donc pour le 5 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, sera autour des concours. Et le sujet, c'est parcours de champion en art oratoire. Oui, j'ai parlé de champion. On va avoir non seulement à gagner au niveau de la division, au niveau du district, au niveau régional, mais quelqu'un qui a fait l'international. On a été champion, donc deuxième place à l'international. Tu parles là de Toastmaster Alexandre Ma, qui beaucoup d'entre vous vous demandent comment l'astuce qu'elle va se nécessaire. Donc, on va essayer de parcours de champion en art oratoire. Vous m'entendez là très bien? Toastmaster Salomon, il y a beaucoup de coupures. Il y a beaucoup de coupures. Est-ce que tu peux fermer ta caméra? On dit qu'il y a un problème. Et c'est mieux, tu peux continuer. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est très bien. Tu peux continuer. OK, Je disais que notre prochaine session, c'est pour lundi prochain, à la même heure, 6 heures. Le sujet, parcours d'un champion en art oratoire. Et le présentateur, bien sûr, sera Toastmaster Alexandre Matt. Ce sera plutôt pas une présentation magistrale, mais plutôt ce sera une entrevue avec le Toastmaster Alexandre Matt qui vient du Canada, qui a été bien sûr le 2e champion au niveau du concours international de Toastmaster. Et la deuxième annonce que j'aimerais vous faire, c'est tout simplement
et nous célébrons chaque jour les bons moments avec vous. Et aujourd'hui, nous avons aussi quelque chose à célébrer. Donc, je ne sais pas qui d'autre a célébré son anniversaire, mis à part Toastmaster Sephora, Pierre-Louis Conseil, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, elle est toujours là. Est-ce que quelqu'un d'autre célèbre son anniversaire ou bien encore célèbre quelque chose cette semaine? Donc, on va chanter avec vous avant de partir, bien sûr. Personne? OK. Alors, chantons avec Toastmaster, lui. Toastmaster, joyeux anniversaire. Est-ce qu'elle Toastmaster, nous c'est pour écoute, rappeler lui, Toastmaster? l'ancienne championne au niveau de la division. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Merci birthday beaucoup. to Joyeux anniversaire Toastmaster, lui aussi à tous ceux et celles qui fêtent au cours du mois de novembre. Donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et notre troisième annonce, c'est tout simplement, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis que cette session soit possible. Je tiens à remercier la division, le bureau de la division. Je tiens à remercier Toastmaster Ribadi Daniel, mais aussi les personnes qui travaillent en background avec moi. Je remercie la Toastmaster Fabienne Viltus, Pascal Nadia-Cantave, Milan Leroy, Toastmaster Patricia Coutin, qui a été aujourd'hui notre Zoom Master. Merci beaucoup. Et aussi, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se donnent comme volontaires, mis à part l'équipe en gros, pour pouvoir permettre à ces sessions que ces sessions soient possibles. Et bien sûr, j'invite à d'autres personnes qui veulent nous rejoindre et pour qu'on puisse toujours apporter de belles sessions et comme annoncé, les lundis à 6 heures, les 90 minutes. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. N'oubliez pas, soyez à l'heure et soyez prêts. Prenez vos cahiers, prenez vos plumes, parce que nous allons beaucoup apprendre, encore une fois. Et je vous dis bonne soirée et à lundi prochain. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Et n'oubliez pas de visiter la page YouTube Chris Katet.